Bonjour et bienvenue dans Divergence avec Nicolas Mirkovic. Aujourd'hui, nous sommes le 16 août. Et oui, on est en vacances, mais on est quand même sur le pont parce que l'actualité est complètement folle cet été. 16 août, il est 10h du matin. On vous fait avec Nicolas Mirkovic le débrief de cette rencontre qui s'est passée cette nuit. Donc là, on est vraiment à frais. Cette nuit entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Rappelons, Nicolas Mirkovic, que ça faisait plus de 10 ans que Vladimir Poutine n'avait pas mis les pieds sur le territoire américain. C'est quand même un événement majeur, surtout dans le contexte géopolitique international. Nicolas, d'une manière globale, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre qui a surpris tout le monde par sa rapidité? Oui, on peut dire d'abord que c'est en effet quelque chose de tout à fait exceptionnel. La Maison-Blanche a tweeté hier que c'était une réunion historique et c'est clairement le cas. N'oublions pas que cette guerre dure maintenant depuis 2014. Je rappelle à chaque fois, depuis que les Américains ont organisé, planifié, financé un coup d'État en Ukraine sur la frontière de la Russie. On peut remonter dans le temps avec le non-respect de l'OTAN, des accords de 91 sur la réunification de l'Allemagne et la promesse de ne pas s'engager un pouce de plus vers l'Est. Mais si on se devait s'arrêter là, la tension depuis cette époque-là était particulièrement tendue, même si, on se souvient, Trump avait été président, a été élu en 2016. Il y avait déjà eu des discussions entre Poutine et Trump. Et ensuite, avec Biden et l'intensification de la guerre à partir de 2022, eh bien, il n'y a quasiment plus eu il n'y a aucun contact quasiment direct entre Biden à l'époque et Poutine. Et avec l'arrivée de Trump, c'était compliqué. N'oublions pas non plus donc il y a là je veux dire le rôle majeur que jouent les États-Unis dans cette guerre, le fait qu'il y ait Biden et Trump, et aussi donc la Russie qui voit clairement les États-Unis comme le fauteur de troubles, puisque c'est eux qui ont déclenché cette guerre, c'est eux qui ont essayé d'organiser des révolutions de couleur sur les pas de porte de la Russie. Mais n'oublions pas aussi, côté Trump, la pression incroyable qu'il a sur les épaules de la part de l'État profond, de la part des médias dominants, pendant son premier mandat, avec cette accusation de Russiagate. Tout l'appareil, ou une bonne partie de l'administration américaine, a fait tout pour empêcher Donald Trump de négocier, de discuter avec Vladimir Poutine. Et on voit aujourd'hui avec quel empressement Tulsi Gabbard, à la tête du renseignement, sort les informations dont il dispose aujourd'hui pour montrer que c'est une manipulation d'État, que c'est l'État américain qui a inventé une ingérence russe putative, une ingérence russe qui n'a jamais existé, pour empêcher Donald Trump de négocier avec Moscou. Maintenant, Trump est revenu au pouvoir, il a envie de discuter, il a envie de négocier, il y a un dialogue, alors qu'on a deux États majeurs qui sont dans un conflit direct, il faut le dire. Même Marco Rubio, le secrétaire d'État de Trump, a rappelé que ce qui se passe en Ukraine est un conflit entre puissances nucléaires et que, grosso modo, l'Ukraine est le terrain de bataille, mais que ce conflit concerne essentiellement Washington et Moscou. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a personne d'autre autour de la table, parce que ce sont les deux protagonistes. Donc oui, c'est une rencontre historique, c'est tout à fait positif, parce que ça va dans le sens du dialogue. Il ne peut y avoir de paix sans dialogue. Est-ce que ça aboutit à quelque chose de très concret en faveur de la paix et d'autres choses? Non, mais on va en parler dans quelques instants. Oui, on va en parler effectivement. Alors, il y a trois choses, notamment dans ta prise de parole, qui sont très importantes de détailler. Nous, on a mis justement seul maître du monde, point d'interrogation, comme titre de cette émission, parce que tu l'as dit, personne d'autre n'était convié. Deuxièmement, effectivement, il faut le dire, durant la conférence de presse qui a suivi en fait les rencontres, notamment on a eu une rencontre assez spéciale dans la voiture du président américain qui a duré 10 minutes à l'atterrissage, donc elle est complètement atypique en termes diplomatiques, cette rencontre. Trump, donc, durant la conférence de presse, a dit effectivement que le Russiagate avait été complètement organisé et fait à dessein par ses opposants politiques et on était dans une fake news totale, comme on dit aujourd'hui. Vladimir Poutine, de son côté, a joué le jeu un petit peu de Donald Trump en disant sans vous, effectivement, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Séduction entre les deux, des deux côtés, ou est-ce qu'il le pense véritablement? Est-ce qu'il y a des liens, en fait? C'est ma question. Est-ce qu'il y a des vrais liens sincères entre Trump et Poutine, ou est-ce que l'un ou l'autre joue avec l'autre? C'est pas facile. Les deux doivent s'entendre. Ce sont les deux responsables de deux grandes puissances. Il y a une guerre entre les deux.
Il y a tellement d'enjeux qui dépassent cette guerre, je le dis à chaque fois, je le dis depuis longtemps. La guerre en Ukraine n'est que la partie émergée de l'iceberg d'un conflit qui est bien plus profond. Les États-Unis et la Russie ne sont pas du tout d'accord sur l'ordre établi depuis la chute de l'URSS, même l'ordre qui a été mis en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec des instruments mis en place par les États-Unis comme le FMI, comme la Banque mondiale, comme le dollar, des accords de Bretton Woods dont les Américains se sont sortis en 71, mais cette importance du dollar comme monnaie de réserve mondiale est aussi un élément qui n'est pas pour faire, enfin, qui contrarie les projets de Moscou, en tout cas autour duquel Moscou veut discuter aujourd'hui. Donc il y a tellement de sujets, les minerais, les armes à longue portée, il y a beaucoup de choses, l'Arctique. Donc, tous ces sujets doivent être discutés. Il y a énormément de sujets à discuter et l'Ukraine n'est que la partie visible. Donc, les deux hommes doivent s'entendre et on voit qu'il se passe quand même quelque chose. Il faut le reconnaître, Washington a sorti les grands moyens. Bon, c'était pas non plus la grande rencontre au sommet avec à Washington dans des grands palais, c'était sur une base militaire, mais Donald Trump est allé accueillir Vladimir Poutine à la sortie de l'avion. Ils ont pris le véhicule ensemble, ils ont passé plusieurs moments ensemble. À plusieurs reprises, ils ont tenu des termes élogieux l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, je ne pense pas qu'il y ait que des cinémas. Il y a un petit peu de protocole, il y a un petit peu de, comment dire, on veut montrer que ça se passe bien, et les deux ont intérêt que ça se passe bien. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, c'est si les deux sortent d'un bon accord, avec un bon accord, ça sera positif pour les deux. Donc, ils ont intérêt, mais on voit bien qu'ils mettent des efforts de part et d'autre pour que ça se passe bien. Un petit peu de chiquet, certainement, mais je pense qu'au niveau qu'on a vu ces dernières 24 heures, il y a clairement la volonté d'en discuter. Et n'oublions pas que, côté américain, tout a été fait pour empêcher Donald Trump de rencontrer et de juste avoir une discussion, une négociation avec le président d'une des plus grandes puissances mondiales. Et si on regarde une partie des médias américains mainstream ou des médias européens, ils sont en état de PLS littéral. Ils ne comprennent pas le Poutine qui était le paria, qui était un fou, qui est malade. On ne peut pas discuter avec lui. Voilà Trump qui l'accueille comme qui l'applaudit. L'État qu'il a. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et ça se construit, ça. Et je pense que les deux ont envie que ça se passe bien. Et c'est pour ça il y a un peu ces propos dithyrambiques qu'on a entendus de part et d'autre. Ça fait partie de la diplomatie, mais ça fait partie aussi de leur volonté de s'en sortir. C'est ce que cela traduit. Alors, c'est intéressant ce que tu expliques. Tu dis l'Ukraine, finalement, est une part du dialogue, mais ce n'est pas la seule part du dialogue. Je vais même te poser la question différemment. Est-ce que ce n'est pas une part, finalement, minime de ce dialogue global entre les États-Unis et la Russie? On a l'impression, véritablement, qu'économiquement, il y a plein de choses qui se sont mises en place et qui semblent actées entre les deux nations, entre les deux présidents, comme des choses évidentes de collaboration. Tu parlais des terres rares, on peut parler d'aérospatiale sur laquelle la Russie effectivement et les États-Unis ont des choses à partager. Il y a beaucoup de domaines sur les hydrocarbures, etc., sur lesquels visiblement il y a un consensus entre les deux présidents. Est-ce que la question de l'Ukraine finalement n'est pas une partie minime du dialogue global entre les deux? Oui, bien sûr. C'est certain. On voit en plus Donald Trump veut se retirer progressivement. Il n'a pas été, il a pas aidé l'Ukraine comme l'a fait Joe Biden. Les Américains sont quand même toujours présents. Les consultants américains sont présents. Ce sont les images satellitaires américains qui servent aux Ukrainiens. Ce sont les images, les outils de transmission d'informations qui sont données par les Américains qui permettent aux Ukrainiens de mener cette guerre. Donc, sans les Américains, les Ukrainiens ne pourraient pas se battre. Donc, les Américains sont toujours présents, ce qui doit être dur pour Poutine, parce qu'il est en train de discuter avec la nation qui est en train d'armer, de financer ceux qui tuent ses propres citoyens et soldats. Ce n'est pas évident comme situation. Mais pour autant, ce n'est pas la partie la plus importante et on voit que Trump veut s'en débarrasser. J.D. Vance l'a dit il y a encore quelques jours, les Américains ne veulent plus financer l'Ukraine. Les Américains qui ont élu Donald Trump ne l'ont pas élu pour que l'Ukraine devienne le tonneau des Danaïdes du contribuable américain qui ont déjà versé des milliards de dollars dans une guerre qui leur rapporte rien du tout. Et ça, c'est quelque chose qui pèse sur les épaules de Donald Trump. Il veut s'en sortir. En plus, d'un point de vue purement militaire, les Russes sont en train d'avancer à un rythme encore inédit depuis 2022. Donc, on dirait que c'est plutôt Poutine qui a les cartes en main pour négocier ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Trump le sait, et c'est un sparadrap dont il veut se débarrasser. Il n'arrive pas à s'en débarrasser parce que Trump, lui, veut négocier justement tout ce que tu évoquais, les terres rares, le nucléaire, l'armement, le business, quoi.
l'accès à l'article, voilà, tout le business, toute la partie business. Et c'est pas pour rien que ces derniers jours, on a entendu des histoires sur l'exploitation de terres rares aux États-Unis par des industries russes, le fait que les Américains reviendraient en force, les entreprises américaines reviendraient en force en Russie. Ce qui intéresse Donald Trump, c'est le business. Pourquoi? Parce que sa promesse principale de Make America Great Again, c'est surtout de créer de la prospérité, de créer de la richesse. Et c'est pas à travers une guerre qui coûte beaucoup et que les Américains et l'OTAN sont en train de perdre en ce moment. C'est que la panique, c'est la panique au niveau de l'OTAN parce qu'aujourd'hui, ils n'y arrivent pas malgré des milliards. Le budget de l'armée ukrainienne et de l'OTAN est supérieur à celui de l'armée russe. Le nombre de soldats ukrainiens est supérieur au nombre de soldats russes. Et pourtant, c'est l'Ukraine qui est en train de perdre aujourd'hui. Donc, Trump veut s'en débarrasser, mais Poutine a rappelé que lui veut ça. Et ça, je pense, c'est une des phrases les plus importantes de cette rencontre. Lui il veut s'attaquer aux causes de la guerre. Les causes de cette guerre sont cette politique atlantiste, sont les politiques de révolution de couleur menées par les Américains dans le jardin de la Russie et même ailleurs dans le monde, qui sont des politiques qui sont illégales, des politiques qui sont sournoises. Et si c'est pour éteindre un feu en Ukraine et en rallumer un autre en Azerbaïdjan, en Géorgie ou au Kazakhstan, eh bien, il n'y aura jamais d'accord. Donc, je pense que le sujet de fond, ça va être vraiment quelle est la zone d'influence russe reconnue par les États-Unis et vice-versa. Et ça, je le dis aussi depuis longtemps, l'idéal pour Trump est de se partager le monde, pas forcément juste avec les Russes, hein, parce qu'il y a aussi les Indiens, les Chinois, les Brésiliens aujourd'hui qui ont leur mot à dire dans les grandes puissances. Mais ça, c'est la partie la plus importante pour Trump, parce que tant que ce sujet-là ne sera pas réglé et que régulièrement les Américains organiseront ces révolutions de couleur ou des guerres contre les intérêts des Russes, eh bien, ce sujet reviendra. Donc, s'ils n'y arrivent pas à s'attaquer aux causes de cette guerre et à se mettre d'accord sur le fait qu'il n'y aura plus du tout ce type d'opération organisée par Washington, eh bien, il n'y aura jamais d'accord. Alors, c'est très intéressant. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur la question ukrainienne. Trump avait fait de la question d'un cessez-le-feu quelque chose de vital dans cette rencontre et dans cet événement en Alaska. Force est de constater qu'il n'y a pas de cessez-le-feu ce samedi matin à 10h, alors 10h13 à l'heure où nous parlons. Clairement, est-ce que Trump n'a pas fait du Trump, c'est-à-dire qu'il a été extrêmement ambitieux, mais qui s'est fait manœuvrer par un Poutine habile qui a, comme tu l'as expliqué justement, lui dit, écoutez, il y a des dialogues positifs, mais ceci dit, il y a des grands points à traiter qui ne le sont pas aujourd'hui, avant qu'on puisse parler de cessez-le-feu et de paix. Est-ce que Trump s'est pas fait un peu balader? Et finalement, est-ce qu'ils sont seuls maîtres du monde tous les deux, ou est-ce qu'il y en a un des deux qui a un petit peu drivé l'autre pour faire un anglicisme? Alors, c'est un point qui est extrêmement intéressant. Je pense que, bon, Trump fait du Trump, et c'est ce qui rend la grille de lecture compliquée, parce qu'il dit noir le lundi, il dit mardi, il dit le gris, et puis mercredi, il est au blanc. Donc, il fait tout le tour de l'arc-en-ciel ou des teintes de gris, comme vous l'interprétez comme vous le voulez. Il n'est pas facile à saisir. Il est clair qu'il a dit à de multiples reprises qu'il voulait à tout prix un cessez-le-feu et qu'en sortant de cette réunion de quasiment 3 heures, il n'y a pas de cessez-le-feu. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'il n'a pas réussi à imposer ça et que les Russes ont sorti des éléments qui leur permettent de poursuivre cette guerre. Les Russes ont clairement montré que là, ils n'allaient pas répondre à l'ukase de Trump leur imposant un cessez-le-feu qui serait là... le préambule à toute négociation possible. Les Russes disent non. En plus, les Russes sont en train de gagner, donc ils n'auraient aucun intérêt de faire ça, où il pourrait y avoir un cessez-le-feu s'il y avait un accord qui est en train de se mettre en place. Trump a clairement dit qu'il n'y avait pas d'accord, qu'il n'était pas encore tombé sur un accord, et il a aussi dit que maintenant il allait appeler l'OTAN et Zelensky. Et il a même dit dans une interview après à Sean Hannity qu'il allait devoir, que la balle était dans le camp de Zelensky. Donc, on voit aussi très clairement que Poutine est resté ferme sur les positions russes. Et je pense que ça, c'est quelque chose que le monde occidental n'a pas compris. C'est que quand Vladimir Poutine énonce les raisons pour lesquelles il entre en Ukraine en 2022, il a été très clair sur ce qu'il voulait, sur les sujets de fond, même s'il n'est pas rentré dans les détails. Et ils ne reviendront pas là-dessus. Et les Russes ne reviendront pas là-dessus. Ils ne veulent pas de ces guerres larvées. Et si c'est pour éteindre un feu en Ukraine et en rallumer ailleurs, ça n'intéresse pas les Russes. Ils veulent s'attaquer aux causes du mal. Donc, et ça, c'est quelque chose, je pense qu'un message qui a été transmis de nouveau
à Washington. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part. C'est dans les dernières discussions qu'ils ont eues, que ce soit avec Kellogg, que ce soit avec Witkoff, que ce soit à travers la presse ou à travers les déclarations du Kremlin. Les Russes ne veulent pas de l'OTAN dans leur jardin. Ils ne veulent pas de révolution de couleur. Ils ne veulent pas d'ingérence étrangère dans leur zone d'influence, parce que ça leur est c'est quelque chose qui est complètement comment dire, qui est dangereux pour les intérêts stratégiques vitaux de la Russie elle-même, et c'est ce que les Russes ont expliqué. Et je pense que ce message passe. Et en tout cas, les Russes ont montré qu'ils étaient fermes et qu'il n'y aurait pas de négociation tant que ces sujets-là ne seraient pas réglés. Et on voit, a priori, que voilà, le sujet du cessez-le-feu n'est pas revenu pendant ces 3 heures. En tout cas, il n'a pas filtré à la presse pour l'instant, et ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour à cette Iketnouk au moment où nous parlons. Alors, on va en parler tout de suite dans la suite de cette émission, mais petite transition publicitaire, quelques secondes, et on se retrouve pour débriefer cette conférence de presse entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Allez, c'était très court cette pub, tout ça pour vous rappeler que si vous avez apprécié ou si vous appréciez tout simplement cette émission, n'hésitez pas à faire un like, à mettre un petit commentaire, ça améliore le référencement, à partager éventuellement cette vidéo avec vos amis, et puis à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour les notifications sur les prochaines émissions. Alors justement, les prochaines émissions, Nicolas, tu en feras partie. On se retrouvera maintenant à moins d'un événement majeur politique. On va essayer de prendre un petit peu de vacances, définitivement sans coupure. On se retrouvera le lundi 1er septembre avec toute l'équipe de Divergence. Alors là, il y aura Xavier qui sera de retour, Fabrice sera de retour, Nicolas, on aura normalement Édouard Chano qui est fondateur de la chaîne, qui sera aussi de passage pour nous faire un coucou. On aura plein d'invités, c'est confirmé. Donc Thierry Mariani, Florian Philippot seront là, Jean-Frédéric Poisson, Jean-Dominique Michel, Claude Janvier, Franck Pengab, patron fondateur de GPTV, viendra nous faire un coucou. Bref, il y aura une vingtaine d'invités pour toute la nuit de 19h à minuit, toutes les heures avec des thèmes différents. Ce sera du live. Venez nous rejoindre, notez ça dans vos agendas. Voilà, de 19h à minuit le lundi 1er septembre pour les 1 an de la chaîne. Nicolas, allez, j'ai fini cette petite partie pub et puis on va finir ce podcast de débrief. Quand même, si on y regarde bien, lors de ce point presse qui a suivi donc une rencontre plus longue que prévu entre les deux hommes d'ailleurs, 2 heures et demie apparemment, un agenda qui a été modifié d'ailleurs, puisqu'il était prévu qu'il y ait d'autres rendez-vous, alors pas entre les présidents, mais du coup entre les équipes, etc. Par la suite, tout ça a été annulé. Le point presse est arrivé finalement un peu plus tôt que prévu. Un point presse, là aussi assez surprenant. Vladimir Poutine a pris la parole quasiment une dizaine de minutes. Donald Trump, un peu moins de 5 minutes. Donc, il y a quand même une contrebalance en termes de prise de parole. On a senti quand même un Donald Trump, excuse-moi, mais je vais être un peu taquin, mais ennuyé. On ne l'a pas senti épanoui. Voilà. Alors, bien entendu, il y a eu toutes les diplomaties et les politesses entre les deux hommes, mais on a senti qu'il n'avait ni obtenu son cessez-le-feu, ni finalement mis les énormes sanctions incroyables que la Russie subirait s'il n'y avait pas de cessez-le-feu. Est-ce qu'il n'a pas été pris à son propre piège, Donald Trump? Voilà. Moi, j'ai l'impression que Poutine l'a vraiment emmené dans ce qu'il veut. Et d'ailleurs, Poutine habilement lui a même dit, d'ailleurs, on continue la rencontre et on se rencontre la prochaine fois à Moscou. Alors là, Donald Trump a été un peu piégé par la petite ruse de... Je pense que ça, c'était complètement pas prévu. Et Trump a dit, pourquoi pas. Allez, voilà. Donc, c'est quoi l'agenda russe, alors, du coup? Parlons d'agenda russe, puisqu'on n'a pas d'agenda américain. Oui. Alors, juste pour revenir, je n'ai pas perçu, moi, que Trump était embêté. Ce qui est sûr et certain, c'est que Trump, il veut que les choses se fassent très rapidement. C'est sa nature. Il faut qu'il y ait du concret. Il l'a pas eu. Pour autant, on voit qu'il a été particulièrement diplomate. C'est rare. Il n'y a pas eu cette poignée de main caricaturale qu'on a pu voir avec Macron. Il n'a pas été tonitruant à la sortie de la réunion en disant qu'il avait tout réussi, que c'était la fin. Je l'ai trouvé très calme, très reposé, comme un chef d'État devrait se comporter. Donc, j'ai trouvé là, en Donald Trump, un vrai chef d'État. Alors, c'est vrai que c'est
C'est pas comme ça qu'on a l'habitude de le voir. Donc, est-ce que cela traduit une insatisfaction de sa part, une crainte de sa part? Il joue gros. Parce que, n'oublions pas qu'aux États-Unis, une partie des médias dominants et de l'appareil administratif américain, pour partie, est encore radicalement anti-russe, a été élevé dans la doctrine atlantiste, impérialiste américaine et ne supporterait pas une victoire de Trump. Donc, il joue beaucoup. Donc, lui, il est vraiment... une victoire de Poutine, tu veux dire? Pardon? Une victoire de Poutine. Oui, c'est-à-dire que c'est appareil. Non, une victoire de Trump. Une victoire de Trump, parce que du coup, pour ces personnes-là, Trump n'est qu'une comète. Il va passer et après, on va remettre quelqu'un d'autre à la place qui va remettre en place cette politique anti-russe. Il y a une partie de l'administration américaine qui a besoin d'avoir cet ennemi. Trump, lui, aujourd'hui, est en train de négocier, en train de dire à l'ensemble, enfin, une partie de l'administration américaine, non, on va négocier, on va essayer d'avoir la paix à travers la force et puis surtout la paix à travers le commerce. Et lui doit créer des emplois, lui doit créer de la richesse parce que c'est la raison pour laquelle il a été élu par les Américains. Donc lui joue gros. Le programme russe aujourd'hui est clair, c'est ce que je disais encore il y a quelques instants, ils ne vont pas bouger d'un iota. Est-ce qu'ils vont céder sur tel territoire plutôt que tel territoire? Est-ce qu'ils vont laisser les Américains revenir progressivement ou tout d'un coup sur le territoire américain? Ça, on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que les Russes veulent régler les problèmes à la racine. Pas d'ingérence américaine dans la zone d'influence russe, pas de guerre menée par les Américains ou leurs séides ou leurs alliés contre la Russie. Donc, ça veut aussi dire, je pense que Vladimir Poutine a très clairement donné des règles de la relation qu'il va avoir avec l'OTAN. Le patron de l'OTAN, ça reste Donald Trump, et maintenant, Donald Trump, il doit aller convaincre. Maintenant, il a une liste de course, Donald Trump. C'est une des raisons pour lesquelles aussi sa situation est un peu compliquée. Quand Trump parle à Poutine, il parle au président d'une nation. Quand Poutine parle à Trump, Trump doit maintenant essayer d'aller convaincre le reste de l'OTAN, sachant que c'est quand même lui le patron et qu'il ne va pas leur demander leur avis. Il va leur dire ce qu'ils ont à faire, mais on voit bien qu'il y a une résistance, il y a une espèce de schisme en ce moment dans le monde atlantiste avec des fanatiques purs et durs qu'on retrouve en Europe qui veulent la guerre à tout prix et qui ne savent même pas ce que c'est qu'une guerre, qui n'a pas les moyens. On a quand même le chef d'état-major des armées françaises qui a démissionné et qui aurait dit à Georges Malbruno qu'il n'y avait plus du tout, enfin qui aurait dit, d'après Georges Malbruno, pardon, que la France n'avait plus du tout de stock, de réserve d'armement parce qu'on avait tout donné à l'Ukraine. Et donc, on a des responsables politiques, nous, qui disent que malgré ça, il faut quand même aller se battre. Donc, Trump doit dire non, on va, ce qui concerne l'Ukraine, on va se retirer et on va essayer de négocier avec la Russie. Vous imaginez tous les responsables politiques européens qui nous ont dit depuis tellement d'années que la Russie était le mal absolu, le mal incarné, qu'il fallait surtout pas négocier avec Poutine, qu'il fallait jeter la Russie au banc des démocraties, qui du jour au lendemain seraient obligés de dire ah ben non, tout compte fait, la Russie c'est sympa, on va ouvrir les frontières et on va reprendre le négoce comme on faisait avant, on va avoir de nouveau des relations diplomatiques. C'est pas un message qui va être facile à faire passer, et pourtant c'est la mission de Trump là, très clairement, quand il dit qu'il va appeler l'OTAN après avoir discuté avec Poutine, c'est qu'il va leur dire quelles sont les attentes de Poutine et ce sur quoi ils se seraient mis d'accord. Ils ont quand même dit, et ça c'est important, parce qu'il ne faut pas croire non plus que Poutine arrive et impose son agenda et que Trump ensuite va essayer de faire les courses pour voir si ça marche ou pas. Les deux ont dit qu'ils avaient progressé sur des sujets. Ça aussi, c'est important. Ces négociations vont prendre du temps. Ils ont progressé sur des sujets. Poutine a clairement montré ses lignes rouges et je pense qu'aujourd'hui, Trump n'a pas tant de lignes rouges que ça. Je pense que Poutine en a et il dit ça, c'est non, ça, on négociera pas. Et Poutine Trump là-dedans doit essayer de naviguer pour essayer de voir jusqu'où est-ce que lui peut aller. Et ensuite, eh bien, il doit vendre ça ou imposer ça. Il va l'imposer, mais son objectif à lui, c'est qu'il l'impose et que ça fonctionne bien. On peut aussi dire qu'à la fin, Trump et Poutine, et ça c'est une hypothèse, pourraient se mettre d'accord, mais que les fanatiques de l'Union européenne ne suivent pas et fassent cavalier seul. Trump de ce côté-là pour dire écoutez, moi je négocie avec Poutine, j'ai fait la paix, regardez les Américains, on s'est retiré de cette guerre, la patate chaude maintenant est chez les Européens, ils vont se débrouiller avec Poutine, désolé j'ai essayé mais j'ai pas réussi. Ça c'est aussi quelque chose qui pourrait se produire. Alors tu me fais une super transition justement parce que dans cette nuit historique qu'on vient de vivre, on a eu une prise de parole de Starmer, le Premier ministre anglais, qui lui a dit, alors il faudrait reprendre le contexte exact et qui n'est pas exactement sûr au moment où on parle, mais qui a dit en tout état de cause qu'il était prêt à envoyer des troupes militaires anglaises et du matériel, en tout cas une armée anglaise, sur le terrain ukrainien. Alors on n'a pas compris dans quel contexte c'était dit. Est-ce que c'est
dans un cadre de cessez-le-feu afin de maintenir la paix, ce qui est complètement ridicule parce que ça sous-entend, quand on envoie des troupes, qu'on est prêt à se battre, si besoin était. C'est pas juste se mettre au milieu et dire les amis, ne vous irez pas dessus. Et ou est-ce que c'est si les États-Unis abandonnaient directement pour que l'Ukraine continue à se battre. Voilà. Donc sa prise de parole n'a pas été extrêmement précise sur le contexte, mais en tout cas, il a dit clairement qu'il était prêt, c'est ces mots, à envoyer des troupes britanniques sur le territoire ukrainien. Donc, est-ce que Trump, là aussi, peut-être est en train d'amorcer un détachement vis-à-vis de l'Europe et peut-être même une amélioration des relations avec le bloc BRICS? Je rappelle que Trump, Poutine et Xi Jinping vont se rencontrer en Chine début septembre à l'occasion des commémorations sur la victoire ou la défaite, pardon, du Japon face à la Chine durant la Seconde Guerre mondiale et les États-Unis, pardon, et que l'Inde, Modi a dit qu'il serait présent au rendez-vous. Donc là, il y aura le gratin des BRICS, excuse-moi l'expression. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être de la part du président américain, un calcul de se dire, voilà, peut-être que l'Europe aujourd'hui n'est pas celle qui m'intéresse. Peut-être il faut s'attirer, pas la paix, mais en tout cas des bonnes relations avec ce monde des BRICS. C'est clair, la situation de Donald Trump est extrêmement compliquée. Il a les reliquats du monde atlantiste en Europe, très vociférants, mais qui n'ont pas de puissance, et qui ont perdu leur pouvoir industriel, qui ont perdu leur pouvoir politique et qui traînent comme un fil à la patte. Ils ne sont pas alignés. On a vu à quel point l'entourage de Trump, depuis qu'il est élu, pousse des mouvements plutôt populistes, plutôt anti-système en Europe, afin d'avoir juste des personnes à qui ils puissent parler, qui soient alignés d'un point de vue politique interne, politique externe. Et il ne les a pas aujourd'hui à la tête de Berlin, Moscou, à la tête de Berlin, Paris, Londres. On a vraiment des caricatures d'atlantistes, impérialistes, d'une classe politique hors sol, biberonnée à l'impérialisme américain depuis qu'ils sont petits et qui ne savent plus quoi faire parce que l'empire américain est en train de dévier de son cours et Donald Trump est pour la négociation. Donald Trump doit rentrer dans cette négociation, c'est ce qui est extrêmement important de comprendre, ou alors dans la confrontation avec les BRICS qui aujourd'hui sont une réalité. Les nouvelles routes de la soie de la Chine sont une réalité. Les États-Unis ne sont plus l'hégémon économique mondial, ça reste toujours un des plus grands pays mondiaux, le premier pays en PIB, pas en PIB en parité de pouvoir d'achat, mais en PIB. C'est un pays qui a 700 bases militaires à travers le monde, qui a encore quelques-unes des meilleures universités au monde, qui a le dollar, qui est la monnaie de réserve mondiale. Mais la situation des États-Unis aujourd'hui en 2025 n'est pas la même qu'en 1945, où les États-Unis eux-mêmes disaient qu'ils avaient 6% de la population mondiale, mais la moitié de la richesse mondiale. Ils n'ont plus la moitié de cette richesse mondiale. Et quand on regarde même les dernières statistiques sur la production manufacturière mondiale, les Chinois, à eux tout seuls en exportation, représentent plus que ce que les Allemands et les Américains représentent ensemble. Je pense qu'on pourrait même rajouter le Japonais. Donc les États-Unis doivent négocier. Sinon, en effet, ils seront laissés de côté par ce mouvement multipolaire qui est en train de se mettre en place. Et la grande crainte, le pari de Trump, c'est est-ce qu'il peut encore imposer, est-ce qu'il a les moyens d'imposer le modèle américain? Et ça, on voit que ça va être de plus en plus compliqué. Ou comment est-ce qu'il va négocier avec les BRICS, qui eux sont en train de négocier dans leur monnaie nationale, qui sont en train de mettre en place tout un tas de traités, d'accords entre pays des BRICS, pas seulement au niveau économique, mais au niveau culturel, au niveau scientifique. Et ça, Trump, aujourd'hui, il est un peu perdu entre les deux. Et il s'y prend mal. Ça, c'est certain, il s'y prend mal. Les sanctions qu'il veut appliquer contre l'Inde, les sanctions contre la Chine, qui est en train de faire des progrès technologiques impressionnants, se retournent contre lui. Donc, comment est-ce que Trump peut à la fois discuter et négocier avec les BRICS tout en leur imposant ces sanctions en plus liées à la guerre en Ukraine, ce qui est complètement, comment dire, n'est pas du tout dans l'intérêt des Américains. L'Inde, c'est un pays de plus d'1 milliard d'habitants. Les États-Unis peuvent faire beaucoup d'affaires avec l'Inde. Les sanctionner sous prétexte qu'ils importent du pétrole ou du gaz russe n'a pas de sens. Et en plus, on voit que ça ne marche pas. Le Brésil, l'Inde, la Chine disent tous qu'ils ne sont pas impressionnés par les sanctions des États-Unis. Il y a plus cette crainte qu'il y avait jadis des sanctions américaines parce que la Russie, entre autres, a montré
au monde entier qu'il était possible de survivre aux sanctions. Quasiment plus de 30 000 sanctions sont appliquées contre des entreprises russes ou contre des Russes eux-mêmes. Et la Russie a réussi à être le premier pays européen en PIB en parité de pouvoir d'achat devant l'Allemagne. Donc le reste du monde se dit aujourd'hui, bon, bah, attendez, nous, on a en face de nous une politique de sanctions qui ne fonctionne pas. Ça fait mal, on ne peut pas dire que il n'y a aucun effet de ces sanctions, mais ils sont en train de construire un nouveau monde. Trump, aujourd'hui, n'arrive pas à trouver sa place parce qu'il est encore tiraillé par, je pense, une partie de ses proches collaborateurs qui sont pour une Amérique impériale, clairement, et Trump, je pense, est un impérialiste. C'est pas un mondialiste, c'est pas la même chose. Et aussi, il a son état profond qui dit non, mais attendez, nous notre but, c'est de détruire ces BRICS parce que ces BRICS et tout ce qui ressemble à cela de près ou de loin ou leurs alliés, eh bien, vont détruire le modèle hégémonique américain. Trump n'a pas encore trouvé sa place là-dedans. Ça va être très intéressant qu'il négocie. Le fait que Trump et Poutine aient négocié va ouvrir la voie à des négociations entre Trump et Modi, entre Trump et Xi Jinping. Et si les BRICS restent fermes, il ne faut pas qu'il y ait de failles dans ces BRICS. Si les BRICS restent fermes, et je rajoute Lula évidemment dans le lot, eh bien, il y a peut-être un accord intelligent à trouver dans un nouveau monde multipolaire qui va être là. Trump doit trouver la place des États-Unis dans le monde multipolaire. Est-ce qu'il va être capable de se dire l'Amérique sera un empire plus petit? Et je pense que c'est ce qu'il voulait à l'origine. Eh bien, ça, c'est l'enjeu. S'il voit l'Amérique comme une Amérique impériale, s'il perd la main face aux mondialistes qui, eux, ne veulent pas du tout entendre parler de BRICS parce qu'ils veulent mettre en place une politique mondiale unique, Trump n'y arrivera pas. Je pense que Trump joue contre le temps. Il a les midterms en mars prochain. Il a un mandat que de 4 ans. Et il joue avec des responsables politiques qui sont là depuis longtemps, qui vont encore rester là. Et donc, lui, il joue contre la montre en ce moment, Donald Trump. Il va falloir qu'il prenne une décision rapidement. Allez, dernière petite question pour finir ce podcast. Le débrief, finalement. Est-ce que c'est grand retour de Vladimir Poutine sur la scène politique internationale? Moi, je pense qu'il n'a jamais quitté cette scène internationale. Oui. On a un tropisme occidental où on pense que voilà, Poutine est un paria, plus personne ne veut parler à Poutine, mais c'est faux. Poutine a organisé l'année dernière justement un sommet des BRICS où le secrétaire général de l'ONU en personne est venu, où la deuxième armée de l'OTAN, Erdogan qui est venu pour représenter la Turquie, qui est la deuxième armée de l'OTAN en termes de nombre de soldats. Donc, il n'a jamais quitté cette scène internationale. La Russie a fait du commerce dans le monde entier. La Russie a des accords avec le monde entier. Et l'Institut Wolfson, je rappelle toujours ce chiffre, a établi que des pays qui représentent que 16% de la population mondiale appliquent ces fameuses sanctions. Donc, si vous voulez, il n'a jamais quitté cette scène. La difficulté, ce qu'il vient de faire là aujourd'hui est quelque chose d'extrêmement important parce que Biden avait refusé de rencontrer Poutine, n'a pas voulu même discuter avec Poutine. Ils se sont rencontrés à Genève en 2021. Et c'était la dernière fois. Trump, là, aujourd'hui, dans le monde occidental, a ouvert la porte à une négociation malgré l'ambiance radicalement anti-russe dans les milieux néoconservateurs. Donc, je pense que là, c'est clair et net que Poutine gagne des points, qu'aujourd'hui, Trump, lui, ne peut pas, aujourd'hui, prend le risque, mais Poutine lui montre, écoutez, moi, il se déplace en Israël dans une base militaire américaine en plus. Hein. Il y a tout un symbole, il n'a pas peur de faire ça. Trump, de son côté, joue gros, comme on l'a dit tout à l'heure, mais Poutine aussi montre que lui, il est capable de négocier et qu'il maintient sa position sur le temps long. Poutine n'est pas arrivé en Alaska en ayant fait des courbettes, en suppliant une rencontre ou en ayant mis de l'eau dans son vin. Il maintient sa position. Au contraire, ça renforce sa position dans le reste du monde. Et je pense que le reste du monde voit cette permanence dans la politique de Poutine, voit qu'il maintient le cap et voit que cela ne chamboule pas ni son système économique, ni la stabilité politique de la Russie. Et ça le renforce. Donc ça le renforce, je pense, sa position d'homme de premier plan au niveau mondial. Et n'oublions pas qu'il n'a jamais quitté cette position parce que le reste du monde ne voit pas la Russie comme nos journalistes stipendiés parisiens ou occidentaux le font à tort. Parce que maintenant, aujourd'hui, si Trump négocie avec Poutine, il va falloir que le reste de l'Occident s'y mette ou alors quitte le monde atlantiste, mène sa guerre et la perde. Parce qu'aujourd'hui, on n'en a clairement pas les moyens et ce sera la poursuite de la chute du monde occidental, en tout cas en Europe. On ne va pas le souhaiter, en tout cas, cette chute de la France. À défaut de parler d'Europe, la France nous intéresse beaucoup plus. Nicolas Mirkovic, 1000 fois merci. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent qu'ils peuvent te suivre
sur tes différents canaux. Alors, tu es présent sur Facebook, tu es présent sur X, anciennement Twitter. Voilà, il y a sur Divergence, bien entendu, où tu nous fais l'honneur de venir quand même toutes les semaines. Nicolas, bonne semaine à toi. Ben, à moins qu'il y ait encore un grand événement majeur On se retrouvera. on se retrouvera à la rentrée cette fois. Et puis à toutes et à tous, ben, je vous souhaite de bonnes vacances d'août. Et puis on se dit au 1er septembre. À très vite sur Divergence Politique.